Bonjour et bienvenue à notre public dans la salle et en ligne pour ce webinaire Finance Innovation qui va traiter de l'épargne retraite sous ses multiples facettes. Alors aujourd'hui, nous avons 4 invités, 4 membres du pôle, des grands acteurs et des plus petits acteurs, mais tous avec leur spécificité, leur agilité. J'ai aujourd'hui en fait donc sur cette problématique de l'épargne retraite, alors on a assisté à pas mal de bouleversements. Donc il y a eu le 2019 la loi Pacte qui l'a poussé. Aujourd'hui, on est sur une collecte, si je dis des bêtises, vous m'arrêtez, mais je crois qu'on est sur les 100 milliards à peu près, on les a dépassés. On a un certain nombre d'évolutions, comme la réduction de l'âge limite de souscription, l'imposition des successions, avec aussi l'extension de la période de déduction, enfin pas mal donc la déductibilité fiscale, pas mal de spécificités de ce produit. La sortie en capital et pas seulement en rente. Et dernièrement, et ça Karine va sûrement nous en parler, au sein des produits, l'arrivée des ETF notamment, en gestion pilotée, enfin toutes ces évolutions, elles touchent le produit, sa production au sens gestion, mais on a aussi des évolutions sur la partie, on va dire, souscription, versement, et tous ces sujets. Donc, pour vous en parler, pour évoquer la façon dont vous, acteurs des solutions d'épargne retraite, vous collaborez, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir donc Karine Francery, complètement à notre gauche, enfin à votre gauche, pardon, donc qui est Head of Advisory at Amundi. Adina Grigoriou, présidente fondatrice d'Active Asset Allocation. Donc Adina, on te connaissait, on te connaît depuis longtemps et sous d'autres jours, mais une activité, une palette de plus, enfin une activité de plus à ta palette. Caroline Relebrusque, responsable communication et marketing de Advice Group. Et Christophe Olivier, directeur général de My Pension Expert. Donc vous êtes deux acteurs métiers, deux acteurs solutions. Et l'idée ce matin, finalement, dans ces regards croisés, c'est de voir avec vous. Alors déjà, je vais vous laisser vous présenter un peu plus en détail que je ne l'ai fait à l'instant, mais ensuite de traiter de vos collaborations, de ce que vous cherchiez et de la façon dont ça se met en œuvre. Karine, je t'en prie, à toi la parole. Bonjour, donc, je suis Karine Francery, je suis représentante d'un petit acteur. Voilà, donc je recommence. Karine Francery, je suis représentante d'un petit acteur sur la scène, donc d'Amundi. Je suis responsable d'une équipe de conseil et on est particulièrement impliqué dans la mise en place de solutions de retraite. Et quand on travaille avec des fintechs, ça peut être pour améliorer notre offre, donc réfléchir à comment on peut utiliser l'innovation que les fintechs peuvent nous apporter. On peut aussi travailler avec, dans ta terminologie, des grands comptes. Et en fait, ce qu'on fait pour les gens qui offrent des solutions de retraite, mon équipe en particulier, on agit comme une extension de leurs équipes. On utilise nos ressources de recherche, nos ressources d'analyse de portefeuille pour voir quels sont les risques qui peuvent être dans les solutions de nos clients et voir comment on peut y remédier, notamment en utilisant des solutions d'investissement innovantes. Tu parlais d'ETF, liquide, etc. Bonjour à tous, je suis Adina Grigoriou. Donc, Active Asset Allocation est un acteur qui est de l'autre côté en termes de taille par rapport à Amundi. La boîte a 15 ans cette année. Donc, à la base, nous sommes des ingénieurs financiers qui faisions donc des algorithmes d'investissement pour des institutionnels. Et donc, nous avons pris on va dire la vague de la digitalisation et de l'IA et avons beaucoup investi depuis 2017, donc depuis un moment maintenant, dans tout ce qui est plateforme numérique. Et donc nous avons créé Coinda, qui est devenu une vraie place de marché pour tous les acteurs de l'épargne au sens très large, donc notamment de la retraite. Et nous adressons donc les besoins à la fois des compagnies d'assurance, des sociétés de gestion et des réseaux de distribution.
Donc, nous venons avec tout ce savoir-faire, tout ce bagage d'ingénieurs financiers que nous avons packagé dans des API, dans une plateforme. Et donc, on a créé ensuite des modules qui répondent à des besoins spécifiques, que ce soit en matière de création de produits, que ce soit en matière de suivi de performance, de reporting, d'indicateurs ESG, de portefeuille et de risque, etc. Mais aussi des outils d'aide à la vente pour des réseaux de distribution. Et là, je pense en particulier aux nouvelles exigences de la loi Industrie verte, où il faut, par exemple, faire un profilage durabilité de ses clients. Et on n'a pas fini parce qu'on devait déjà faire le profilage risque. Donc, à la rigueur, c'est pas très compliqué, quelques questions en plus. Mais ce qui est très complexe là, c'est de pouvoir mettre en face du client une proposition qui soit en ligne avec ses desiderata, qui peuvent être aussi variés que possible. Et donc là, il y a beaucoup de travail, on va dire donc je ne parle pas du parcours, hein, puisque là c'est plutôt de ce côté-là le parcours, mais vraiment du côté algorithmique derrière, c'est très compliqué de pouvoir répondre à toutes ces contraintes en même temps. Et proposer la bonne allocation au bon client avec la spécificité individuelle du client. Exactement, parce qu'il faut pas oublier qu'on a quitté l'ère du produit, on est dans l'ère des solutions sur mesure, et ça devient, l'air de rien, beaucoup plus complexe. Alors du coup, comme tu l'as dit, on va passer du côté plutôt plus parcours. Caroline, je t'en prie. Oui, alors bonjour à tous. Moi, je suis Caroline Lebos, donc je m'occupe du marketing pour une société qui s'appelle Advise, qui existe depuis 2012 et qui a été au tout début la première en fait fintech qui a commercialisé un contrat d'assurance vie pour une clientèle de particuliers de façon 100% digitale. Cette société a été rachetée ensuite par quelqu'un qui s'appelle Olivier Gentier, qui est un ancien de la Société Générale, et qui a en fait commercialisé ce parcours de souscription des contrats d'assurance vie auprès d'une clientèle de distributeurs de produits d'épargne qui vont encore, en tout cas aujourd'hui, du compte B2C type bourse directe ou meilleur taux placement avec qui on a travaillé pendant pas mal d'années, jusqu'à des plateformes qui sont plus spécialisées justement sur certains produits qui sont des plateformes du type de celle de My Pension Expert avec qui on travaille depuis maintenant quelques mois. Voilà, donc nous on est vraiment une plateforme de commercialisation de produits assurantiels essentiellement pour l'instant, même si on est en train de parler de développer d'autres axes chez nous. Donc c'est essentiellement assurance vie, PER. On a la chance d'avoir Generali qui nous accompagne depuis 2020 au capital, et on est effectivement en tout cas connecté directement avec eux par ce qu'on appelle des API. Donc on va jusqu'au bout de la solution. Et c'est ce qui nous permet aussi, en ayant cette relation très, on va dire, proche des assureurs, de pouvoir s'adapter, notamment là dans le cadre de ce que disait Adina sur la LIV, sur la nouvelle loi Industrie verte, de mettre en place des process de façon digitale, de manière hyper réactive, très rapidement, pour tous nos clients. Voilà, donc nous on est vraiment sur l'aspect produit, en tout cas parcours de souscription, mais aussi ensuite parcours d'opération, puisque on développe donc nos parcours en marque blanche. Ils sont accompagnés généralement d'un espace client, d'un espace conseiller, ce qui permet de passer les opérations aussi en ligne de façon 100% digitale. Voilà. Et donc je passe la parole à Christophe, qui est donc un de nos clients. Client partenaire. Merci. Donc Christophe Olivier, je suis directeur général de My Pension. Nous sommes une jeune entreprise née au lendemain de la loi Pacte, donc en 2020. Nous sommes un pure player de l'épargne retraite, alors majoritairement individuelle aujourd'hui, mais nous avons aussi des projets dans l'épargne collective qu'on devrait annoncer dans l'année. Notre statut, c'est celui de courtier en assurance et de conseil en investissement financier. Notre mission, c'est assez simple, c'est d'accompagner les actifs avec leurs entreprises pour qu'ils se construisent une retraite à la hauteur de leur effort d'épargne et de leurs espoirs en optimisant leur démarche d'épargne retraite. Notre promesse, nos axes principaux, on
on offre une promesse de transparence des frais, une promesse d'indépendance du conseil, une promesse de qualité de l'expertise, en particulier fiscale et réglementaire, un accompagnement des clients de tous les instants, parce que l'épargne retraite, ça peut commencer à 30 ans et ça peut aller jusqu'à la rente et donc finalement sur quasiment toute la période de la vie. Et à chaque instant, on a besoin de conseils. Donc, pour faire tout ça, nous voulons offrir à nos clients la meilleure expérience client, à la fois digitale et physique. Et donc, on s'est rapproché d'Advise pour avoir un parcours de souscription et de gestion de nos contrats en ligne au meilleur niveau avec nos souhaits, sachant qu'on travaille tous les deux avec et principalement sur un contrat avec Generali. Nous opérons au sein de MyPension un contrat qui est le seul contrat qui travaille aujourd'hui sur ce départ sans rétrocession, c'est-à-dire que notre rémunération, elle est fixe. C'est ça qui garantit la transparence des frais et l'indépendance du conseil. Très bien. Donc du coup, vous avez un tout petit peu répondu partiellement et effleuré la première question qui était ce que je vais vous poser, on va dire en binôme. Finalement, c'est qu'est-ce que vous avez recherché à travers des partenariats? Alors, on va donc avec vous deux, Karine, Adina, qui est vous l'avez précisé, je dirais aux deux bouts du spectre des acteurs de la gestion et de l'épargne. Qu'est-ce que vous avez recherché? Et vous également, quel est le focus? Karine, je t'en prie. Alors, si je commence. Je pense que la particularité de la retraite, et on le voit avec l'émergence de nouveaux acteurs qui répondent à des besoins spécifiques, c'est que la réglementation change, la population change, elle vieillit, il y a des changements démographiques énormes, il y a de nouveaux produits qui arrivent à la disponibilité de nos clients et des épargnants en général, et donc on fait face à un monde qui évolue, et là on parle que de la France, mais quand on regarde à l'international, en Grande-Bretagne, il y a des changements de réglementation qui vont parfois pour le mieux pour l'épargnant. On voit des changements énormes aux États-Unis, on en voit en Allemagne, en Asie, et donc ce qu'il faut, c'est finalement prendre le meilleur de ce qu'on voit, faire de la recherche pour voir s'il n'y a pas des choses plus intéressantes et être capable de trouver des solutions agiles pour répondre à ce challenge qui est vraiment un challenge global de faire en sorte que les gens aient suffisamment d'argent pour leur retraite. Et donc, ce sur quoi on travaille, et je pense que vraiment l'intérêt d'une collaboration entre nous, c'est de pouvoir bénéficier du meilleur de l'agilité qu'Adina peut apporter et des reins d'une grosse du leader européen de la gestion, des reins solides et des capacités de recherche qu'on peut avoir aussi. Donc entre nous, finalement, on est agile dans notre partenariat aussi, parce que nous, ce qu'on recherche, c'est de trouver des solutions qui vont être en ligne avec ce que veulent nos clients. Donc on cherche de la modularité. Et avec Adina nous apporte beaucoup d'agilité. Donc on a travaillé ensemble, par exemple, lors d'événements qu'on a fait ensemble. Et Adina a pu présenter des sujets sur lesquels elle a travaillé, peut-être tu pourras en dire deux mots, mais notamment sur l'intégration des exigences de la LIV. Et par ailleurs, on a pu mettre en avant des produits qui sont aujourd'hui partie intégrante des solutions de recherche comme les ETF ou les e-liquides. Et je pense que vraiment, ce qu'on recherche, c'est à deux, grâce à une offre modulaire et un partenariat qui est dynamique avec un périmètre qui change en fonction des demandes de nos clients, à deux, être plus fort pour adresser ces challenges de la retraite qui sont vraiment des challenges au niveau mondial. Merci beaucoup. C'est vrai que le partenariat pour nous, ça a toujours été là. C'est-à-dire que, encore une fois, nous avons beaucoup innové au cours des années grâce à vos partenaires, nos partenaires, à nos clients, qui ont toujours été des grands comptes. Que ce soit donc sur l'allocation d'actifs, que ce soit sur le côté digital
on a toujours été à l'écoute du marché, de son besoin, et donc on a pu venir répondre grâce aujourd'hui, et je pense que c'est ça qui fait la différence. Nous avons une plateforme digitale qui est cloud native et dans laquelle toute la partie calculatoire est en API. Et nous avons aussi la chance d'avoir un docteur en IA qui dirige notre équipe donc de recherche quantitative qui fait ces API. Donc ça veut dire que, alors déjà on a la connaissance de tout ce qui est encore une fois calcul financier, optimisation, calcul de frais, de performance, de risque, etc. Donc effectivement quand un client, un partenaire vient nous voir avec une nouvelle problématique, quand la réglementation change, quand il faut rajouter des contraintes, etc., parfois, ce ne sont que quelques lignes de code à mettre en plus dans la plateforme. Donc, ça peut aller très, très vite. Et c'est ça qui, je pense, ce que tu disais, hein, ce qui intéresse les grands groupes. Et donc, nous avons, avec Amundi, eu l'occasion de travailler sur de l'allocation d'actifs. Nous avons des clients en commun. Nous avons répondu ensemble à des appels d'offres. Donc, ça, c'est un des pans. Mais ensuite, effectivement, nous avons vu que typiquement sur la retraite, on se rejoignait parce que nous, on pouvait apporter une plateforme qui facilitait, on va dire, la création, le suivi, le reporting du produit, et que en face, il y avait les briques pour répondre de manière très opérationnelle à ces besoins, et que on pouvait se présenter des clients, qu'Amundi pouvait nous présenter des clients, mais qu'on pouvait également venir apporter des clients à Amundi. Donc voilà, c'est vraiment une belle collaboration basée vraiment sur des choses très pragmatiques qui sont est-ce que on peut ensemble apporter un meilleur conseil, un meilleur service aux clients qui sont les nôtres, qui sont très demanding. Très bien, très bien. On l'avait évoqué lors de la préparation, notamment un focus sur les grilles de gestion pilotée et le fait qu'en tant que fintech, vous avez, alors je dirais sans offense, la capacité à faire évoluer ces produits, à faire évoluer, je dirais, vous n'avez pas les contraintes de mise au plan de production informatique que peut avoir un grand groupe quand on est une des activités au sein de ce grand groupe, et c'est cette capacité finalement à faire évoluer en termes, alors je vais dire versionning, c'est peut-être pas forcément, à faire évoluer le produit en termes de développement de façon agile et rapide qui a séduit aussi. Est-ce que sur la spécificité épargne retraite, cette capacité-là, c'est une des choses que vous avez recherché également chez Amundi de la part d'essayer d'activer cette allocation? Tout à fait. Ouais. Non, mais c'est exactement ce que tu dis. C'est l'agilité et sur les points très spécifiques de la livre. En fait, mais c'est quand même mieux si c'est toi qui en parles. Mais les problématiques de choix du client, notamment sur la sustainability, comment est-ce que c'est intégré, comment est-ce que dans le parcours on vérifie que les choix sont bien reflétés dans les offres. Donc, je pense que c'est ce genre de choses sur lesquelles et sur le reporting individualisé qui est aussi un vrai challenge au niveau de la retraite, notamment sur la retraite collective. Avoir un bon reporting, je pense que c'était des choses que alors moi je ne sais pas si c'est 2 lignes de code en plus à rajouter, mais voilà, c'est effectivement plus compliqué pour nous d'évoluer parce que on a beaucoup de process. Plus je ne sais pas, on a beaucoup de process. Oui, alors moi je dirais que sur la partie qu'est-ce qu'on apporte à MyPension par exemple, l'idée c'est vraiment de dire que quelque part le monde assurantiel en général est quand même très en retard sur la partie digitale par rapport au monde bancaire aujourd'hui. Or, les clients particuliers, quels qu'ils soient, fortunés ou non, ont de plus en plus besoin de cette transparence. On a vu exploser ce besoin et cette demande pendant le Covid notamment, où les gens peut-être par ennui, mais en tout cas se sont beaucoup intéressés à leur épargne à ce moment-là. Et donc, en fait, nous, notre force, c'est quand même d'arriver à développer pour nos clients des interfaces utilisateurs, que ce soit pour les conseillers en interne ou que ce soit pour les clients particuliers qui disposent donc d'un espace dédié sur lequel ils peuvent consulter au minimum leur épargne, mais surtout passer des opérations en ligne. C'est quelque chose qui était encore assez peu répandu. Les assureurs sont encore assez peu apaisés, il faut le dire. Generali est très en avance sur ce sujet.
Donc, on bénéficie évidemment de cet appui-là, qui est que voilà. Et donc, typiquement pour moi, sur les adaptations à faire pour la Live, dans lequel il faut rajouter donc ces fameux types de gestion horizon retraite ou évolutive, on va être en mesure, en travaillant de manière très étroite avec les assureurs, de mettre ça en place de façon, on va dire, hyper réactive. Moi, je crois que c'est ce matin qu'on sort les BS adaptés, et tout ce qui est cinématique à l'intérieur des parcours pour les particuliers, ça va être mis en place dans le mois qui vient. Donc on a une réactivité par rapport à ces adaptations nécessaires et obligatoires qui sont importantes, qui est importante. Crucial pour vous également. Oui, bien sûr. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui en épargne individuelle, en épargne retraite individuelle, c'est qu'il y a deux offres distinctes. Il y a l'offre des grands réseaux qui est relativement peu digitale, et puis l'offre purement digitale de l'autre côté, qui, elle, est très bien du point de vue du parcours et moins bien du côté forcément de l'accompagnement et du conseil, puisque c'est moins naturel. Le positionnement que nous, on veut avoir, c'est de prendre le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire d'avoir le meilleur du digital pour l'expérience client, mais aussi pour la réduction des coûts et donc la réduction des frais pour le client, et d'avoir quand même le meilleur de l'expérience de conseil, d'avoir quelqu'un de présent dans le parcours. Donc, on avait besoin d'un parcours de souscription et de gestion distinct de ce que pouvait offrir Generali, qui offre à son client lambda, on va dire, uniquement une visualisation de son contrat avec une interface qui date un petit peu, on va dire. Donc, on a été naturellement voir Advise. Il n'y a pas énormément de sociétés qui sont capables de créer un parcours, et surtout, on a été les voir parce qu'ils ont l'agilité nécessaire pour travailler avec un grand groupe comme Generali, et ensemble, deux sociétés agiles, une qui a l'expertise technique et l'autre qui a l'expérience du client. Ensemble, on est capable de parler à Generali et de permettre d'avoir un parcours qui aujourd'hui est extrêmement satisfaisant, puisqu'on a d'une part l'expérience client qui peut souscrire, s'il le souhaite, à 100% en digital, ne pas nous parler du tout s'il le souhaite. Et puis, s'il souhaite nous parler, immédiatement, il va avoir une aide sur son contrat. Et puis, il va aussi pouvoir être envoyé sur notre site où il va pouvoir avoir des simulateurs pour connaître son avantage fiscal, pour s'assurer qu'il est bien dans ses autorisations d'avantage fiscal, calculer ce qu'il pourrait avoir comme rente à l'arrivée, essayer d'estimer comment il va travailler son épargne retraite pour avoir ce qu'il souhaite au niveau de la retraite. Très bien. Du coup, on avait aussi évoqué non, excusez-moi, je me suis un peu perdu. Peut-être en attendant que tu retrouves Merci, Adina. tes notes, finir de compléter la réponse tout à l'heure par rapport à la gestion pilotée et la gestion pilotée à horizon, parce que je pense que c'est intéressant. La raison d'être première de Quanda, donc la plateforme que nous avons créée, a été de répondre aux problématiques de la gestion pilotée. Il y a déjà quelques années, parce qu'on s'est aperçu que la gestion pilotée, qui représente encore peu d'encours en France, est une grosse problématique, puisque cela signifie que l'assureur doit travailler avec des sociétés de gestion et doit travailler avec des distributeurs dans la transparence, avec du passage d'informations dans tous les sens, qui n'était pas du tout, on va dire, optimisé, puisqu'il s'agissait d'échanger des Excel dans des fichiers mail, et qu'en même temps, il fallait vérifier du côté de l'assureur la conformité des 1000 grilles, si on parle de Generali, qui reçoivent tous les ans par rapport aux règles qu'ils ont fixées avec leur trentaine de sociétés de gestion, que ensuite il fallait rendre une information intelligible sur la performance à ceux qui vendent ces gestions pilotées. Et donc là, il n'y avait rien en place. Et donc Quanda a permis de répondre à cette problématique-là et donc de donner des outils à la fois, bien sûr, à l'assureur pour qu'il puisse
organiser la réception des grilles, la récolte des reporting, etc. Et Generali était un de nos premiers clients de la place de marché, avec des API, etc. Donc, comme vous le disiez, très en avance par rapport à un tas d'autres. Et donc ça, c'était un point important. Il fallait équiper en face toutes ces sociétés de gestion qui créent des produits, donc des grilles, etc., et qui ont besoin d'outils pour les gérer, pour les transmettre, etc. Et là, typiquement, les contraintes qui ont été rajoutées pour la partie durabilité, eh bien, il a suffi quelque part qu'on les rajoute dans l'outil pour le gérant pour que instantanément ils soient tous compliant ou en capacité d'être compliant par rapport à la nouvelle réglementation. Et puis ensuite, effectivement, avec la capacité de pouvoir donner des informations au client final au travers, bien sûr, de préférence d'API qui peuvent être exposés dans des simulateurs, dans le parcours à n'importe quel moment. Et donc ça, c'est vraiment très important. Et ce qui est venu juste derrière, c'est-à-dire les grilles de gestion pilotée à horizon, ça a été juste une extension quelque part de ce qu'on avait déjà fait pour les gestions pilotées. Et donc nous avons notamment répondu à un besoin central, je ne sais plus qui l'a évoqué, qui était celui de pouvoir faire, c'est toi Karine, de pouvoir faire du reporting de performance instantanée. Alors il faut comprendre à quel point c'est compliqué pour tous ces acteurs de faire du reporting de performance date à date sur les gestions pilotées et les gestions pilotées à horizon, parce qu'on a les infos que de manière mensuelle, typiquement l'assureur. Et donc là, ce que nous avons créé dans nos systèmes, ça permet de faire one button, comme Amazon, en fait, en un clic, de pouvoir faire date à date un reporting de performance pour un client final. Peut-être un mot sur la complexité en réalité de ce qu'est un parcours d'épargne retraite complet en digital. Parce qu'il y a les contraintes réglementaires qui sont d'avoir un certain nombre d'informations sur la personne, que la personne peut ressentir comme une intrusion dans sa vie privée, et pourtant il faut lui faire comprendre que on en a besoin, réglementairement, et deux, on a besoin de profiler la personne pour pouvoir lui procurer un conseil adéquat. Et c'est une balance très difficile que d'essayer de lui faire comprendre qu'on est là pour l'aider et pas pour rentrer dans sa vie privée. Et ça, c'est un travail qu'on a fait avec Advise, qui avait déjà l'expérience en assurance vie. Il faut égayer, il faut poser des questions sympathiques, il faut expliquer pourquoi on pose la question, que c'est pas pour juste avoir une donnée de plus sur un serveur. C'est vraiment difficile. Après, il y a un autre aspect difficile qui est au-delà de la difficulté de l'assurance vie, c'est qu'en épargne retraite, il y a le côté fiscal qui joue. Quand on fait un versement en épargne retraite individuelle, c'est différent suivant qu'on est un salarié ou qu'on est un travailleur non salarié. Ce sont deux articles de loi différents du Code général des impôts. Si c'est un particulier, c'est l'article 163, il a le droit à un plafond de 10% de son salaire de l'année N-1. Et si c'est un travailleur non salarié, c'est l'article 154, et il a le droit à, tenez-vous bien, 10% de son revenu de l'année, plus 15% de la partie de son revenu qui excède un plafond de la sécurité sociale de l'année. Donc vous comprenez que on arrive à des choses compliquées, surtout quand on vous dit qu'un travailleur non salarié peut aussi bien verser à titre personnel en article 163 ou à titre professionnel en article 154, et que il faut qu'il le déclare pour que ce soit bien pris en compte par l'assureur et que son attestation fiscale soit juste. Ça, ce sont le genre de petites délicatesses que vous avez, que Advise a dû gérer avec Generali et qui apportent de la complexité. Mais pour le client, il ne faut pas que ce soit de la complexité, il faut que ce soit naturel. Ouais, alors ça illustre que le point que je cherchais, c'était comment présenter cet apport du module expert, les recommandations, l'information que vous mettez à disposition. Mais Caroline, je te laisse en Oui, parler. c'est ce qui fait que c'est
effectivement une collaboration qu'on a avec nos clients, c'est qu'en fait, sur toutes ces questions, on travaille ensemble pour trouver les meilleures solutions possibles, que ces solutions soient aussi acceptées par les gestions des assureurs et que effectivement ce soit le moins lourd possible pour le client final, qui lui doit toujours rester dans cette fluidité et ce côté digital, enfin en tout cas qui est on va dire, doit rester une façon de souscrire ou de répondre à la question de la manière la plus rapide possible, dans un interface le plus ludique possible quelque part. Et en fait, c'est cet équilibre à trouver qui n'est pas du tout évident. Merci Christophe de le préciser, parce que c'est vraiment, on essaye de. D'ailleurs, nos parcours sont vendus sous marque blanche, donc on comprend bien qu'on va avoir aussi les demandes de MyPension Expert sont pas les mêmes que celles d'un autre distributeur, et l'intérêt, nous, c'est d'être suffisamment modulaire pour que chacun y trouve son compte et que chacun puisse avoir finalement son propre parcours, même si on est bien sûr en dessous sous un format d'une plateforme commune qui permet de déployer très rapidement et de voilà. Donc on travaille avec nos clients vraiment dans l'idée de apporter de nouvelles fonctionnalités, rester dans une logique digitale la plus fluide possible, et puis répondre à toutes ces problématiques, notamment fiscales, qui sont effectivement pas du tout évidentes à gérer d'un point de vue du client final, quoi. Du client final. Si je peux me permettre, ce qui fait que ça fonctionne très bien entre MyPension et Advise, c'est que chez Advise, ils ont aussi une connaissance des contraintes réglementaires et fiscales, pas aussi pointues que la nôtre, mais ils comprennent quand on leur en parle. Et nous avons une expertise technique qui fait que on comprend quand ils nous parlent de leurs contraintes d'API, des discussions avec Generali, de ce qui est possible de faire et pas faire. À partir du moment où on se comprend, la collaboration fonctionne bien et on peut ensemble aller voir Generali et dire, bon, là, on aurait besoin d'une amélioration sur ce sujet-là pour le bénéfice des clients. Très bien. Alors vous avez la deuxième question, c'était que je souhaitais vous poser, c'était comment s'opère votre collaboration. Vous avez déjà en partie répondu. Est-ce qu'il y a, je pense qu'il y a aussi d'autres aspects. On avait évoqué au niveau produit notamment lorsqu'on a commencé à travailler ensemble sur ce sujet-là, je dirais les nouveaux produits. Tu as commencé à l'évoquer tout à l'heure. De nouveaux sous-jacents avec des contraintes réglementaires un peu particulières, l'arrivée de nouveaux supports, les contraintes de valo LTIF. Alors donc tu l'as en partie évoqué. Et est-ce que vous pouvez nous approfondir sur la partie collaboration vraiment? Oui, et je pense que si je la reprends dans un cadre un peu global, donc la collaboration, elle est d'abord je crois que vous avez repris le mot tous les deux, elle est modulaire. Donc quand on a une opportunité de travailler ensemble, on va regarder ce que les uns ou les autres peuvent apporter, et clairement nous on apporte quelque chose systématiquement au niveau de la gestion, avec des briques qui sont nécessaires aujourd'hui, les briques des ETF ou des produits qui vont intégrer de l'e-liquide qui sont essentiels dans le cadre de la LIV. Et par ailleurs, on peut aussi apporter quelque chose au niveau de l'accompagnement marketing. Donc, on peut suivre les distributeurs, on peut leur apporter du contenu, on peut les aider à parler à leurs clients. Donc, on a, je pense, des choses à apporter de manière à peu près systématique, mais dans certains cas, Adina peut travailler sur les questions d'allocation d'actifs, et nous, on arrivera en support. Dans certains cas, on peut apporter notre réseau de clients à Adina, et dans d'autres cas, Adina qui a ses propres canaux de distribution, qui va parler parfois avec des clients qui sont d'un autre calibre, avec lequel elle aura peut-être plus de capacité à leur apporter du soutien, peut-être quand ils sont un peu plus petits, mais je dis pas ça de manière réductrice, mais ça, je pense qu'on se complète assez bien. Mmh. Et ça, c'est pour l'offre actuelle. Et après, il y a l'évolution. Et je pense que c'est vraiment ça dont on parle. On a parlé d'agilité, on a parlé de capacité de suivi, voire même d'anticipation des changements de réglementation. Et il y a un point, je pense, qui est vraiment important, qui a été mentionné au préalable. Pour les solutions de retraite, l'avantage à la fin, c'est d'avoir des solutions
individuel. Et je pense que tous, on travaille vers l'individualisation des solutions de retraite. Et ça pose des questions d'ordre technique, c'est ce dont tu parlais à propos de la gestion pilotée, parce que à la fois on veut avoir des solutions qui sont générées immédiatement quand les clients mettent leur souhait sur Internet ou vis-à-vis du conseiller. Donc, on veut avoir une solution qui est la plus adaptée possible. Et en même temps, ça pose des questions d'un point de vue de produit, puisque à la fin, plus il y a de l'individualisation, plus c'est difficile d'avoir quelque chose qui va être rentable pour nous en tant qu'acteurs. Donc, je pense que c'est vraiment là où, à l'avenir, quand on regarde les nouveaux changements, à la fois les changements de réglementation, mais aussi d'offres, on peut travailler ensemble en utilisant l'agilité des uns et la force des autres. La capacité à exécuter des autres. Oui, peut-être pour rappeler, par exemple, de manière très concrète, un des chantiers sur lequel nous avons travaillé ensemble. Il y a quelques années, on voulait tous mettre en avant un petit peu les ETF dans la partie construction de portefeuille, notamment pour les conseillers en gestion de patrimoine, pour les CGP, qui ne tiennent pas toujours les ETF à cœur, notamment parce qu'il y a l'absence de rétrocommission. Donc maintenant, il y a des nouvelles façons de faire qui ont un peu cassé, on va dire, cette problématique-là. Mais effectivement, Amundi faisait partie de nos partenaires, puisqu'il y avait aussi Invesco, BNP et un quatrième dont le nom m'échappe. J'espère qu'il m'en voudra pas trop. C'était qui? iShares? Non, c'est pas iShares. Bon, on m'en voudra pas. Et donc, nous avons travaillé ensemble pour créer des portefeuilles d'ETF, donc allocation ETF, mis à disposition dans tous nos interfaces à tous ceux qui le souhaitaient. Et donc ça, c'était un des points sur lesquels nous avons travaillé ensemble pour justement aider un peu tout le monde à s'intéresser aux ETF, à la manière dont ils fonctionnent, à ce que ça pouvait apporter d'un point de vue allocation. Et peut-être après, je voulais aussi revenir sur la complexité en fait de ces parcours et de faire comprendre au client ce qui était bon pour lui, notamment en matière de retraite, parce que là on parle d'investissements effectivement qui sont faits aujourd'hui, mais avec une échéance potentielle. Et quand je parle échéance, c'est juste l'échéance retraite, puisqu'il y a l'échéance de la retraite, mais ensuite il y a toute la vie après la retraite. Et donc effectivement, non seulement c'est déjà fastidieux de récolter toutes les informations nécessaires pour donner le bon conseil, mais ensuite il faut aussi illustrer on va dire le fait que ce conseil est le bon et qu'est-ce que ça veut dire pour le client au final, parce que là on va dire, donc on va lui dire, ben voilà, vous allez épargner tant par mois pendant 20 ans, 30 ans, et ensuite vous allez pouvoir soit sortir en capital, soit sortir en rente, et voilà ce que ça donne d'un point de vue, on va dire, possibilité à la fin. Donc vous avez mis tant aujourd'hui, vous pouvez vous attendre à tant demain, et puis si vous sortez en rente, la rente elle va être de temps, donc ça va permettre ou pas de compléter la différence entre votre dernier salaire et la retraite que vous allez toucher, etc. Et là, il faut travailler effectivement sur des interfaces qui sont faciles à comprendre, qui parlent à la fois aux conseillers qui vendent ces solutions quand on passe par des conseillers, mais quand on est en ligne, tout seul devant son écran, c'est un cran au-dessus d'un point de vue, je pense, complexité. Et là encore, nous, ce que nous aimons, c'est de laisser la main à ceux qui s'y connaissent, parce que le B2C en digital, c'est pas à la portée de tout le monde. Donc nous, on vient avec des API leur donner l'information qu'ils peuvent ensuite retransmettre à leur manière dans des parcours plus ou moins simple. Propre à la distribution. Je confirme totalement ce que dit Adina de notre expérience avec nos clients. Une large part des clients, des futurs clients, des prospects qui viennent nous voir, leur question c'est j'ai tel âge, je voudrais avoir tant en plus par rapport à ma retraite de rente. Comment je dois m'y prendre par rapport à ma capacité d'épargne et des années que j'ai devant moi. C'est une question qui est extrêmement légitime. Donc, si vous la posez, je vous invite à aller sur notre site, puisque nous avons un simulateur d'épargne retraite où vous pouvez
mettre vos paramètres d'âge, d'épargne disponible, de rendement espéré de votre actif, et on vous calculera la rente que vous pouvez avoir. Il y a beaucoup de alors, il va y avoir ce que vous pouvez faire en direct, mais comme tu le dis, il y a besoin de beaucoup de pédagogie en réalité. Et ça, c'est malheureusement quelque chose qu'on n'a pas vraiment en France. Il y a très peu d'éducation financière sur l'ensemble de la population. Et ce qu'on est souvent amené à expliquer, c'est que il faut comprendre que le risque du marché action, ça n'est pas le même à court terme et à long terme. Si vous avez 30 ans devant vous, ça n'est pas la même chose que si vous avez 3 ans devant vous. Si vous prenez le marché américain, si vous êtes investi une seule année dessus, si vous tombez sur la mauvaise année, vous pouvez faire moins 35%. Si vous tombez sur la bonne, vous pouvez faire plus 40%. Forcément, ça fait peur. Maintenant, si vous restez 25 ans, eh ben, vous allez tendre de toute façon vers la moyenne. Vous n'avez plus ce risque de perdre de l'argent, quasiment, en tout cas sur les deux bases historiques et sur des simulations qu'on peut faire, mais vous n'avez plus aussi la possibilité de faire des rendements extraordinaires. Donc, il y a beaucoup de pédagogie à faire et accompagner la personne qui se pose la bonne question. La bonne question, c'est quand, comment je dois épargner, qu'est-ce que je dois choisir, c'est ce que tu disais, Adina, compte tenu de mon âge, de mon profil. Voilà. Et par rapport à ça. Oui, juste pour compléter ce que dit Christophe, moi, ce que je peux rajouter, c'est simplement de dire qu'on voit quand même, peut-être que c'est on voit quand même que nos clients distributeurs, ils sont très demandeurs de ce produit du PER quand même. Il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir aujourd'hui pour potentiellement ouvrir des parcours PER. Je pense, on connaît tous ici le succès de l'assurance vie en France, voilà. Je pense que le PER est un dispositif qui vient compléter ça. Je rejoins totalement Christophe en disant que les clients particuliers sont pas du tout forcément armés pour décider si, dans le cadre de leur épargne retraite, il faut qu'ils prennent de l'assurance vie, du PER, s'il faut qu'ils se mettent en profil dynamique ou si au contraire il faut qu'ils soient ultra sécuritaires. Voilà. Donc, mais ce qui est vrai, c'est qu'on sent une demande, en tout cas émerger, pour développer encore plus ce produit. Ça, je pense que Christophe pourrait dire si en tout cas d'un point de vue fiscal, il a un intérêt. Pour moi, il en a un évident. Mais voilà, on sent en tout cas que de plus en plus d'acteurs veulent aller sur ce type sur ce produit spécifiquement. Une appétence et un besoin aussi, en fait, une solution en plus. On avait évoqué, vous avez tous parlé de l'impact de la loi industrie verte, notamment en termes de compréhension produit. Qu'est-ce que ça, le fait d'avoir du non-coté, on l'avait évoqué à Dina. Est-ce que ça rajoute une complexité tant en termes de produits, de reporting et je dirais de compréhension, parce que finalement le non-coté et le private equity étaient jusque-là réservés à globalement une certaine clientèle. Là, on a des produits, je dirais, destinés aux particuliers, à l'épargnant et plus à l'investisseur. Comment ça se retranscrit dans la conception des produits et dans l'offre? Je vais prendre l'aspect rendement et je voulais rebondir sur ce que tu disais. Bon, les investisseurs américains dans leur 401k en 2025, ils sont pas contents. Ils ont perdu beaucoup d'argent pour l'instant. Enfin bon, heureusement l'année n'est pas terminée. Je pense qu'un des sujets qu'on a dans les grilles en France aujourd'hui, c'est qu'elles ne sont pas risquées. Elles sont pas risquées et on n'utilise pas le risque que la réglementation nous offre. Donc, si on regarde par exemple les grilles les plus agressives, elles permettent au moment de la décumulation, donc au moment où on part à la retraite, d'avoir jusqu'à 50% d'actifs risqués. Et en moyenne, ce qu'on voit, c'est que dans les grilles offertes par nous collectivement, donc la place, on dépasse pas 28%. Et c'est la moyenne, hein, évidemment, il y a des exceptions dans un sens, mais aussi dans l'autre. Et ce que ça veut dire en termes de rendement, c'est qu'on laisse sur le côté
2% de rendement par an. C'est énorme, 2% par an. Et typiquement, quand on est à la retraite, on meurt pas demain. On a à 64 ou 67 ans ou 60 ans, enfin peu importe, on a en moyenne 20 ans encore à vivre. Et donc, on a besoin de ce rendement. Et donc, je pense que concrètement, on a tous besoin de s'améliorer pour offrir des choses plus individualisées et proches de ces objectifs de rendement. Donc, en ce qui concerne les actifs illiquides, les actifs illiquides sont particulièrement adaptés à ce genre de contraintes ou d'objectifs d'améliorer les rendements sur le long terme. Et c'est vraiment essentiel dans les grilles de pouvoir les offrir. Alors, évidemment, ça pose tout un tas de problèmes en termes de valo, de liquidité, de soucis de liquidité, de soucis de valorisation, de reporting, d'éducation des investisseurs. Mais voilà, c'est absolument essentiel et donc nous évidemment on travaille dessus et dans les fonds qu'on offre qui permettent d'accéder à ces actifs illiquides, mais on peut donner à nos épargnants un accès au private equity, à l'immobilier, à l'infrastructure, qui offrent des primes de risque significatives et des primes de risque décorrélées par rapport aux autres actifs qu'on peut avoir. Et donc, dans le cadre de la décumulation, comme tu disais tout à l'heure, dans le cadre de l'accumulation, pouvoir arriver à remplir les objectifs individuels des clients. Oui, et donc et dire que effectivement sur Quanda, sur notre place de marché, effectivement nous avons introduit ces actifs illiquides depuis déjà longtemps parce que ça faisait partie des actifs avec lesquels on travaillait déjà dans le cadre de l'allocation d'actifs pour les investisseurs institutionnels. Et effectivement, le fait de pouvoir les ouvrir on va dire à un public beaucoup plus large, c'était relativement simple pour nous, mais c'était indispensable de pouvoir y avoir accès dans une interface pour construire ses portefeuilles, pour vérifier qu'on a le pourcentage minimum, pour vérifier à quel point c'était adéquat par rapport à la fois à la réglementation au niveau global, mais aussi aux règles interne de l'assureur, de la société de gestion, voire parfois du distributeur. Donc tout ça est vraiment très important. Et pour revenir sur le rendement, c'est important aussi de pouvoir montrer dans le temps, c'est important et c'est différenciant d'avoir ou pas des investissements illiquides, de pouvoir prendre plus ou moins de risques, parce que effectivement 2% par an pendant 40 ans, ça, c'est le double du capital en fait. Donc c'est vraiment, c'est pas du tout anodin. C'est 2%, ça peut vous, enfin, on dit oui entre 100 et 102, bon, c'est pas, mais on parle d'intérêt composé et donc et là c'est là où c'est important de pouvoir visualiser dans le temps la différence entre être investi dans du fonds en euros pendant 40 ans et être investi avec un certain niveau de risque sur une grille quelconque, parce que c'est là la difficulté. Quand on a la grille, et dans le cadre des PER, la grille elle est connue, la désensibilisation elle est connue, on peut faire des hypothèses, c'est plutôt à nous professionnels de faire les hypothèses de rendement qu'au pauvre client qui au final n'y connaît rien. Et donc là, on peut lui montrer en fait exactement avec les actifs en portefeuille, la manière dont l'allocation va évoluer, ce à quoi il peut s'attendre pendant tout le cours de sa vie, mais aussi à horizon de la retraite et aussi au-delà de la retraite. Donc c'est ça qui est intéressant. Oui, alors ce que vous venez de dire, c'est important, c'est la gestion par défaut sur un plan d'épargne retraite, c'est une gestion dite à horizon qui désensibilise automatiquement l'investissement quand on se rapproche de la retraite. Nous déconseillons à nos clients de prendre cette option, donc nous leur demandons, nous leur incitons à aller faire plutôt une gestion pilotée sans horizon, donc ils vont choisir un niveau de risque et on les incite à venir nous parler chaque année pour remettre en cause le niveau de risque qu'ils ont choisi. Mais la désensibilisation automatique, pour nous, c'est potentiellement une destruction de valeur pour le client, même si dans l'esprit, c'est une très bonne idée du législateur d'avoir incité à réfléchir à la désensibilisation, mais le faire de manière automatique, ça risque de casser de la valeur. Très bien.
Donc toujours cette préoccupation de fournir aux clients une visibilité sur ce qui, entre guillemets, l'attendra à échéance du produit, et ce de différentes façons. Vous avez soulevé différents points. Donc on a parlé à la fois de on va dire de la gestion, du conseil un petit peu, des problématiques qui encadrent l'épargne retraite, que sont la fiscalité, les problématiques d'horizon, de prise en compte du niveau de risque, de loi industrie verte. Alors on n'a pas peu parlé finalement du cadre réglementaire global qu'on retrouve dans le parcours client, qui va affecter les distributeurs, que ce soit MiFID, DDA, mais ça fait partie aussi des choses qui sont, je dirais, nativement embarquées dans la partie conseil. Je crois qu'on a fait un peu. Alors, on n'a pas fait le tour d'horizon de l'épargne retraite, parce que je pense qu'il y aura encore énormément de choses à dire. Mais en conclusion, moi, ce que j'aimerais vous demander, on est dans un contexte. Alors, on a un contexte à la fois géopolitique, réglementaire. On est encore en plein dans les problématiques de est-ce que la capitalisation finalement va gagner le pas sur la retraite collective ou pas, on ne sait pas, mais en tout cas vous permettez de fournir des solutions qui répondent partiellement à cette question-là. Moi, ce que j'aimerais avoir, c'est votre avis sur en fait quelles sont les transformations majeures selon vous, en tant que, je dirais, partie prenante de l'épargne retraite, qui vont affecter ces produits. Est-ce que c'est l'incitation fiscale? Est-ce que c'est l'éducation financière, la compréhension de l'épargnant, du fait que ça devient une nécessité de capitaliser, et puis finalement en fait par rapport à l'assurance vie qui continue à collecter de façon je dirais colossale versus les encours des PER, quels sont les facteurs d'attractivité selon chacun d'entre vous? Karine ou je sais pas, mais on peut déjà dire une statistique très simple. En 1960, il y avait 4 actifs pour un retraité. Il y en a 1,7 aujourd'hui. Ça va encore baisser. Donc la réponse, elle est dans la question. Le développement de l'épargne retraite par capitalisation, ce développement, il est inexorable. Après, est-ce qu'il va se faire par les produits qu'on a aujourd'hui? Est-ce que le système de retraite global qu'on a par répartition va intégrer une dose de capitalisation collective, ou est-ce que cette capitalisation va être individuelle? Comme ça peut se faire dans certains pays c'est européens. encore des sujets qui vont être discutés. Mais le développement, il est absolument certain. Sur la fiscalité, évidemment, l'avantage fiscal joue un rôle important dans l'acte d'investir sur un plan d'épargne retraite. Si on ne vous dit pas que vous allez pouvoir réduire votre revenu imposable, pourquoi iriez-vous bloquer votre épargne jusqu'à la retraite? Parce que c'est bien ce que vous faites. Hors cas spécifique d'aléas de la vie, vous pouvez sortir l'argent. Si vous mettez de l'argent sur un plan d'épargne retraite individuel ou collectif, c'est jusqu'à la retraite. Évidemment, c'est parce qu'il y a un avantage fiscal que les gens vont choisir ce véhicule-là plutôt qu'une assurance vie, un plan d'épargne en action, etc. Donc, il est inhérent au produit. Après, on peut discuter de la façon dont il est fait aujourd'hui, qui fait que, vu qu'il est proportionnel finalement au taux marginal d'imposition, il va avantager beaucoup plus les actifs qui sont déjà dans le haut du panier. Il y a peut-être des systèmes de redistribution à imaginer. Tout ça est encore à imaginer, mais l'incitation, elle doit être là. Oui, mais moi, simplement pour compléter ça, ce qu'on voit avec nos différents partenaires, en fait, c'est qu'on a quand même une sensibilisation, donc, et des distributeurs et des clients particuliers à aller vers ce type de produit. Je pense qu'effectivement, le fait que le débat sur les retraites soit permanent dans ce pays font que de toute façon, les gens se posent des questions et finissent par se décider à faire quelque chose par eux-mêmes. Donc, c'est un début de capitalisation, même si on est encore très loin de ça.
Et là-dessus, effectivement, nous, d'un point de vue, du point de vue de la société Advise, en fait, ce qui compte pour nous, c'est effectivement de garantir quelque part que les partenaires font ce devoir de conseil de façon la plus adaptée, la plus cohérente et la plus, on va dire, intelligible par les clients, exactement possible. Aujourd'hui, on a un parcours de profilage et de connaissances clients qui est quand même assez riche, qui permet de répondre à ça. Il faudra certainement, en tout cas suite à la loi Liv, ajouter des questions mais je pense que voilà, il faut, nous de notre côté, ce qui est le plus important, c'est d'accompagner au mieux les prochains clients sur le PER. Très bien. Adina ? Alors, je vais pas rajouter, je suis tout à fait d'accord ce qu'a dit Christophe. Effectivement, c'est à chacun de prendre ses responsabilités, mais en France, on épargne beaucoup. Donc, c'est vrai qu'on est plutôt dans la précaution. Ce que je voulais ajouter, c'est l'élément aussi important. On parlait tout à l'heure de rendement, de performance. En fait, aujourd'hui, quand on regarde un fonds, on peut comparer un fonds par rapport à un autre fonds qui lui ressemble sur toutes les plateformes du monde, on va dire. En matière de gestion pilotée à horizon, c'est beaucoup plus complexe puisque chacun a ses propres portefeuilles, ses frais, etc., etc. Donc nous, c'était important pour nous et nous avons beaucoup travaillé là-dessus pour sortir un observatoire de la gestion pilotée pour pouvoir justement comparer les performances de toutes ces grilles de gestion pilotée, qu'elles soient horizon ou pas, par rapport aux autres, de comprendre comment on se positionne d'un point de vue à la fois rendement, mais aussi risque, etc., pour rebondir sur ton point de tout à l'heure. Donc ça, c'est un élément important qui va apporter de la transparence, je pense, au marché et une confiance accrue. Merci. Bon, je suis à peu près d'accord avec tout ce qui a été dit. Le point sur l'incitation fiscale, donc on a une base de données assez forte puisqu'on a un certain nombre de Français qui mettent leur épargne chez nous. Donc quand on regarde à peu près 1,2 million de personnes, on a regardé si l'incitation fiscale marchait depuis la loi Pacte et on voit effectivement qu'elle marche. Donc c'est un fort driver de fléchage. Alors évidemment, elle marche mieux chez les gens qui payent des impôts et qui ont de l'épargne et des capacités d'épargne. Donc c'est sûr que l'incitation fiscale et les mesures gouvernementales vont, si elles continuent dans cet ordre, inciter les gens à mettre de l'argent de côté. Mais ce qu'on constate aussi, c'est que à la fin, la manière dont l'épargne est investie dans les PER est finalement très proche de celle dont elle est investie dans l'assurance vie. On a beau proposer des tas de simulateurs, des tas de réflexions pour que l'enveloppe PER ne soit pas qu'une enveloppe fiscale, mais qu'elle participe d'un projet de vie, d'épargne pour la retraite, les épargnants continuent à être un peu dubitatifs. Et ce qu'on voit, c'est que quand ils ont la possibilité de retirer leur argent du PER, ils le font, en 92% en moyenne. Donc, voilà. Donc, on a besoin d'incitation fiscale pour faire en sorte que la retraite soit plus pérenne et que l'épargne de la retraite soit plus pérenne et que les épargnants soient vraiment capables de penser à l'intérêt pour répéter mes termes, d'intérêt composé et de la valeur de la capitalisation sur le long terme de l'épargne pour que les épargnants aient vraiment une retraite plus stable. Donc voilà, on a besoin que l'ensemble des acteurs travaillent ensemble vers cet objectif. De faire comprendre cette notion d'horizon et non pas d'utilisation du PER comme peut l'être l'assurance vie ou un PE ou d'autres modalités d'épargne salariale. Très bien. On avait, en fait, on en revient finalement à une question qui a été un tout petit peu abordée, à laquelle vous répondez de façon diverse, qui est l'éducation financière. Finalement, c'est la compréhension par les individus de leurs enjeux à long terme et comment en fait les différentes solutions que vous proposez ou vous orchestrez répondent à cette question d'horizon, d'éducation financière, de quel produit je choisis et de qu'est-ce qu'on met à disposition avec quels moyens, de façon plus ou moins fluide, digitale, complétée ou non par une approche conseil quand on est face au client,
ou une diversité des sous-jacents quand on est dans la gestion de la production. On avait aussi abordé, on approche de la conclusion en termes de temps. Je pense que c'est vos contributions sont, je dirais, sont toutes d'un niveau, enfin, fortes et intéressantes et complémentaires. Il y avait, on a abordé la problématique d'incitation fiscale. Les aspects, je dirais, contextuels. On avait évoqué les aspects cours des comptes et autres, mais on va peut-être pas non plus s'appesantir aujourd'hui sur le cadre, on va dire, politique. On avait ce point qui avait été soulevé, je crois, par Christophe, qui était d'équilibrer les incitations fiscales sans être trop brutal dans les réformes. Donc, en n'oubliant pas qu'effectivement l'épargne retraite est aussi assujettie à l'évolution du cadre politique, mais ça, c'est pas de notre ressort. Je dirais, vous êtes là pour contribuer à fournir des solutions qui répondent aux besoins de l'individu. Je crois qu'on a à peu près. Je suis pas sûr. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, parce que je pense vous avez couvert en partie le sujet, mais j'imagine que certains d'entre vous ont des questions. Alors, ce sera plutôt pour Madame Francery. Alors, vous avez parlé de la gestion pilotée et de l'introduction d'une part de non-coté, du coup, dans les titres, dans les actifs gérés. Je me demandais, du coup, quelle part, vous, chez Amundi, comment c'est transcrit dans les faits, et quelle part de non-coté est-ce que vous avez dans vos actifs aujourd'hui, s'il y a une fourchette, à peu près? On travaille sur le sujet. Donc, en ce qui concerne les PER, on a une inclusion qui change en fonction des grilles que l'on offre, mais on peut aller jusqu'à 20% des grilles dans des fonds qui vont avoir une partie du liquide. Voilà. Okay. D'autres, est-ce qu'il y a des questions en ligne? D'accord, pas de questions. Bonjour. Alors j'ai une question un peu générale à s'adresser à tout le monde. Justement, comment est-ce que vous faites pour parce que bon, vous avez une vision du coup très long terme, ce qui n'est pas forcément le cas des épargnants particuliers. Et comment est-ce que vous faites justement pour tempérer ce besoin de réponse immédiate et de revenus immédiats, même s'ils ont en tête le fait que voilà, c'est un investissement de long terme? Alors en fait, dans le plan d'épargne retraite, comme l'argent est bloqué jusqu'à la retraite, sauf des cas d'aléas de la vie qu'on souhaite à personne, la personne qui rentre dans le système a conscience que son épargne est bloquée. Donc on a la chance de pouvoir travailler un peu plus d'un point de vue pédagogique sur ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire la notion du risque court terme et du risque long terme. Donc je vais vous dire, on n'a pas eu d'appel ces 3 derniers jours de clients paniqués sur leur plan d'épargne retraite, parce que on travaille en amont, et ceux qui sont sur des profils dynamiques savent pourquoi ils sont sur des profils dynamiques, parce qu'ils ont 30 ans devant eux et on a regardé avec eux comment ça s'était passé en 2008, comment ça s'était passé en 2020, et ils ne réagissent pas aux événements de l'instant. Ça ne veut pas dire que nous on fait rien, parce que là on va revenir sur les problématiques de gestion pilotée. Donc s'ils nous ont donné un mandat de gestion pilotée, à nous d'essayer de faire des arbitrages à l'intérieur des gestions pilotées pour s'adapter à un monde qui évolue. Donc effectivement, le monde des barrières douanières va être un monde qui fait évoluer des choses, que ce soit sur les actifs ou sur les devises, qui font que on va être amené, enfin les gérants d'actifs qui proposent des gestions pilotées à l'intérieur de nos plans d'épargne retraite sont susceptibles de faire des arbitrages dans cette perspective, mais généralement pas dans la panique de l'instant. C'est pas au milieu du gué qu'on prend de bonnes décisions.
Et c'est vrai que c'est là où c'est intéressant de pouvoir faire des simulations à long terme, parce qu'on s'aperçoit que même 10%, même 20% aujourd'hui sur son capital qu'on a mis jusqu'à présent, quand on tient compte du fait qu'on va faire des versements réguliers, qu'il nous reste 10, 20, 30 ans devant, etc., on s'aperçoit que c'est ce qui arrive aujourd'hui, par exemple, ne fait dévier que d'un cheveu l'espérance qu'on a de gain à échéance. Donc, c'est là où c'est une partie éducation financière qui permet d'expliquer et de mettre en perspective des événements qui se passent aujourd'hui par rapport à quelque chose qui est du l'ordre de très long terme. Et encore une fois, ce qui aide beaucoup dans ce long terme, à part les intérêts composés, c'est le fait de remettre un peu d'argent à chaque fois, parce que du coup, le point d'entrée importe peu finalement. Il y a une question. Alors, oui, ça fonctionne. Moi, je voudrais rebondir un petit peu sur ce qui se dit là, la teneur générale du discours, ce que vous venez d'évoquer, ce qu'a évoqué c'est Karine de Amundi et Adina, enfin surtout Karine. Vous avez évoqué le fait qu'on se privait un petit peu de prime de risque sur la problématique retraite, et je voudrais élargir un petit peu le débat sur deux problématiques qui finalement sont liées, qui convergent. Est-ce qu'on n'aurait pas un problème un petit peu culturel et réglementaire pas forcément sur l'approche financière, donc en Europe, je vais parler d'une façon un petit peu large, élargie, par rapport à ce qui se passe outre-Atlantique. Alors certes, circonstanciellement parlant, le vent d'ouest va pas nous aider à très court terme, hein. Enfin, je le souhaite pas, mais bon, c'est parti comme ça. Donc pour revenir sur le cœur du sujet que je voulais évoquer, c'est que réglementairement parlant, on est un petit peu pieds et poings liés par rapport au cahier des charges qu'on va faire entre guillemets souscrire au client quand on lui propose une solution épargne retraite sur le court terme, dans le sens où réglementairement le législateur hyper protège le consommateur sur ses investissements, en lui disant attention, vous vous embarquez sur du risque, vous risquez une perte en capital. Enfin bon, je vais pas, voilà. Donc il y a cet aspect réglementaire qui est lié avec l'aspect culturel du souscripteur, des souscripteurs en général, qui baignent dans une frilosité historique, sachant que vous l'avez évoqué à juste titre tout à l'heure. La caméra, le champ des gens qui nous regardent. Pardon. Merci. Vous l'avez évoqué à juste titre. Enfin, je sais pas si c'est Karine ou un ou une des intervenants. Quand on fait le choix d'une solution retraite, bon, c'est vrai qu'il y a toute une pédagogie qui doit s'accompagner autour de ça, mais tant sur la phase de constitution de cette épargne retraite que sur la phase de liquidation, on va dire, quelqu'un qui arrive à l'âge de la retraite, qui a versé alors que ce soit pendant 5 ans, pendant 20 ans ou plus, pendant 30 ans, elle a encore un bout de chemin à faire. Donc c'est vrai que souvent, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on se prive d'une prime de risque de, je sais pas, 2%, 3%, voire plus, sachant que quand on arrive à 63 ans, je prends un exemple, lambda,
il nous reste quand même, dans la logique des choses, il reste quand même un bout de voyage à faire. On prend pas à 63 ans un ticket de métro pour faire Saint-Lazare, place de la Bourse. Je pense qu'on prend plus un ticket pour un plus long voyage. Donc culturellement, est-ce qu'on n'est pas freiné par cet aspect-là et qui rejoint l'aspect réglementaire où on a tous les panneaux, les chiffons rouges qui s'agitent en disant attention, vous investissez sur les marchés financiers, c'est très risqué. Alors, moi, peut-être, si je reprends un des points, je pense que vous avez tout à fait raison, vous avez soulevé plein de points, là, votre question est très riche. Si on réfléchit à la comparaison internationale, la particularité qu'on a en France, c'est qu'on a un premier pilier, deuxième pilier qui est assez conséquent par rapport au monde anglo-saxon, qu'on parle du vent d'ouest ou du vent du nord en Angleterre aussi. Donc en moyenne en France, on a à peu près 60% de notre retraite qui vient disons de la sécurité sociale et de la GIR-Carco. Donc une grosse partie qui est 60% du remplacement des revenus qu'on a juste avant de prendre notre retraite. Donc le PER vient en complément. Ça c'est le premier point. Alors que quand on regarde en Angleterre ou aux États-Unis, ce qui est la retraite obligatoire, donc ce que la sécurité sociale locale va leur contribuer, correspond en général entre 20 et 30% de remplacement de leur. Donc eux, ce qu'ils vont mettre de côté dans leur plan d'épargne et dans leur plan d'épargne retraite est essentiel. C'est ça qui va leur permettre de vivre. L'incitation est plus forte, quoi. Déjà, l'incitation à l'épargne est énorme et l'incitation à prendre du risque est aussi forte parce que sans le revenu lié au risque, elle est culturelle et du fait, elle est mécanisée un petit peu dans la société anglo-saxonne. Voilà, ils en ont besoin pour avoir un revenu conséquent. Dans notre cas, on a l'avantage d'investir pour peut-être pas le ticket de métro, mais pour améliorer notre retraite. Néanmoins, effectivement, culturellement, on a moins d'appétence pour le risque et c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'il y a vraiment un besoin pour l'ensemble de la plateforme, de l'ensemble du pays, d'améliorer le calibrage du niveau de risque qu'on souhaite prendre dans notre épargne et potentiellement vers le haut. Enfin, sur le périmètre de l'épargne retraite par capitalisation, il n'y a pas de limite réglementaire. Il y a des alertes réglementaires. Si vous prenez des risques, on va vous dire vous prenez des risques, mais rien ne vous empêche aujourd'hui d'ouvrir un plan d'épargne retraite et de mettre 100% sur un ETF Action Monde. Et donc de prendre le risque supposé maximal, mettez du côté en plus. Il n'y a pas d'interdiction réglementaire. On peut le faire. Le problème, il est culturel, beaucoup plus que réglementaire. Déterminer en amont un cahier des charges via un recueil d'informations, une appétence au risque, un profil d'investisseur. Donc, dans la plupart des temps, en fait, la barrière est plus culturelle. C'est-à-dire que la personne, elle ne va pas cocher les cases. En fait, la personne, elle va cocher les cases du cadre réglementaire. On a deux autorités. En France, on a l'AMF et puis on a une autre qui s'appelle Autorité de contrôle prudentiel et réglementaire. Et sur la partie assurance, on a quand même le terme prudentiel. On a l'AMF qui est là pour s'assurer que les acteurs des marchés financiers ne font pas n'importe quoi. Ça marche plutôt bien. Et la CPR qui est que ce qu'on propose, et notamment sur la partie, le volet, on va dire, assurantiel, ce qu'on propose aussi permet à la fois de proposer un niveau de risque et de proposer on va dire à la base un risque mineur à l'ensemble de la population. C'est ce que vient de dire Christophe. On peut très bien, à partir du moment où on souhaite prendre un risque, on peut aller sur un profil offensif, on peut aller effectivement sur des supports risqués. Le point, c'est que les produits sont faits pour l'ensemble de la population. Vous l'avez bien soulevé effectivement, et ça a été aussi rappelé. On a une problématique en France d'éducation financière, de compréhension. On a une problématique à laquelle
on répond en partie, qui est finalement, on a une multiplicité des supports. Hein. Alors, on n'en est pas encore là. On l'avait évoqué. L'épargnant, je dirais, il va avoir son épargne, ses investissements, ses produits, je dirais, de capitalisation à long terme. L'éducation financière, elle va toucher tous les aspects. L'épargne retraite, c'est un support. Ça a été mis en œuvre avec une réforme récente pour inciter, finalement, c'est une première réponse pour inciter l'épargnant à avoir une vision à long terme. Après, c'est l'ensemble des épargnants français. Alors effectivement, compte tenu du fait qu'il y a le dispositif fiscal, ça va pas toucher, enfin ça va peut-être plus bénéficier à certaines tranches de population, enfin tranches en termes de tranches d'imposition, mais les produits d'épargne et d'investissement en France sont conçus pour être accessibles au maximum d'épargnants et d'individus. D'où effectivement cette problématique de proposer un risque minimum en entrée dans le cadre de l'entrée en relation avec le client, l'épargnant. Après, toute l'ingénierie va venir de ce que proposent nos intervenants, qui vont permettre de faire comprendre dans le cadre de son parcours au client quels sont les risques et quel niveau de risque il peut prendre pour, à horizon 20-30 ans, je dirais, avoir un complément par capitalisation qui lui permette de prendre le billet de train et pas le ticket de métro. C'est ça. Et c'est cette problématique d'éducation financière, finalement, à laquelle vous contribuez en termes de réponse, mais qui est plus générale et qu'on abordera avec plusieurs solutions, mais dans lors d'une autre matinale. Oui, Brice. Pardon. Enfin, oui, allez, oui, je vous en prie. J'ai une question sur la. Vous m'entendez? Ouais, sur la sortie lors de l'acquisition de la résidence principale. Je crois que c'est une possibilité qui est donnée par le PER. Et quel est le frottement fiscal à la sortie? Alors, dans le cas de la résidence fiscale, il n'y a pas. Dans le cas des aléas de la vie, est différent du cas de l'achat de la résidence principale. De manière générale, le fonctionnement fiscal est que vous déduisez au moment où vous versez votre versement de votre revenu. Et inversement, au moment où vous reprenez l'argent, vos versements historiques sont réintégrés à votre revenu. Donc, l'acquisition de la résidence principale se fait souvent à un moment où votre taux marginal d'imposition est élevé, donc le frottement fiscal est élevé. Donc, il est rarement effectif fiscalement d'utiliser son plan d'épargne retraite pour financer l'acquisition de sa résidence principale. Merci. Alors ça, je voulais juste peut-être pour finir, parce que là on a complètement dépassé le temps. Aujourd'hui, on se repose beaucoup sur ce que l'État nous a promis de nous donner à la retraite. Et c'est dangereux. Et je vous dis ça parce que moi, j'ai vécu un changement de régime. Alors, c'était il y a très longtemps en Roumanie. Du jour au lendemain, il y avait plus de retraite. Donc, mes grands-parents ont vécu ça. Et c'est ça qui m'a donné, moi, l'envie de travailler sur l'épargne longue à la base. Donc, tout ce que vous faites, vous, pour mettre de l'argent de côté pour votre retraite, eh bien, personne ne pourra vous l'enlever. Voilà. Merci.